Christiane Desroches-Noblecourt, 1,55 m, une géante de l'égyptologie. Depuis 70 ans, elle parcourt la vallée du Nil et rétablit pour le profane le panthéon de l'Égypte ancienne. Tout ça. À voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, rencontre en 2007 entre Pascal Vernus et Christiane Desroches-Noblecourt. Ce soir, la carrière d'une égyptologue. Madame Noblecourt, nous reprenons notre série d'entretiens et là, on va parler de choses très concrètes. Vous faites rêver les jeunes qui veulent tous être égyptologues. Mais justement, qu'est-ce qu'un égyptologue ? Je vais vous poser quelques questions sur votre carrière d'égyptologue. D'abord, quel est votre environnement familial ? Qu'est-ce qui vous a conduit vers l'égyptologie ? Vous étiez d'une famille de diplomates, Mon père était un homme très hautement cultivé. Il était avocat de carrière, mais enfin, il avait sa licence en droit, sa licence en 3 ou 4 licences. Son père l'avait envoyé en Allemagne pour faire une licence d'allemand. Enfin, il était armé. Il était très cultivé. Il était avocat de carrière. Ça ne lui a pas servi longtemps parce qu'il a été fait prisonnier tout de suite en 14-18. Mais enfin, c'était sa carrière. Et comme son père l'avait aussi envoyé en Allemagne, comme il était étudiant, il parlait très bien l'allemand. Il a été fait prisonnier. Il a été gardé dans un oflag pendant combien 2 ou 3 ans, je me rappelle plus. Et la 4e année de la guerre, il a été échangé en Suisse par des prisonniers allemands qui devaient retourner en Allemagne. On appelait ça les internés. Je me rappelle, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de mon père, parce que ma mère, mon frère et moi, nous sommes allés évidemment en Suisse le voir tout de suite. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de mon père. Et donc, il vous avait élevé dans une ambiance tournée vers la culture. Ah oui, très. Mon père était très cultivé. Ma mère était une des premières licenciées de la Sorbonne, ce qui fait que elle n'était pas bas bleu du tout. Elle était même beaucoup plus drôle. Voilà. Alors, comment vous est venu le virus de l'égyptologie ? En tout de suite. Dès que j'ai vu des pyramides, la tête du sphinx et une momie. Et vous êtes dit, je veux être égyptologue. Oh, ça m'intéressait. J'ai pas dit que je voulais être égyptologue, mais je voulais savoir. J'en savais jamais assez. Et donc, vous avez fait des études à la Sorbonne ? Oui, mais quand j'ai eu fini le lycée Molière. Pas avant. Après ça, je me suis inscrite à la Sorbonne. J'ai eu comme professeur Alexandre Moret. Qui était un grand égyptologue, professeur au Collège de France. Un type remarquable, Alexandre Moret. J'ai eu Gustave Lefebvre. J'ai eu, mon Dieu, Veil. Comment est-ce qu'il s'appelait ? Raymond Veil. Raymond Veil, qui était pas mal, un peu loufoque, mais très bien. J'ai eu plusieurs professeurs, et Gustave Lefebvre, qui a été... Et Drioton. Étienne Drioton, le chanoine. Drioton a été pour moi un levier constant, un type remarquable. Donc vous faites vos études à la Sorbonne ? J'ai fait la licence à la Sorbonne, donc je suis les cours de Gustave Lefebvre. À l'école pratique des hautes études. Je vais à l'Institut catholique suivre les cours de copte que l'abbé Drioton faisait. Je vais à tous les cours d'égyptologie qui existaient à Paris. Et puis vous faites un diplôme ? Alors j'ai été diplômé des hautes études de l'école pratique des hautes études, oui. Une thèse sur la grammaire des inscriptions du tombeau de Pétosiris, que j'ai jamais publiée. Mais c'est dommage. Elle est là, on l'attend. Elle est là, je l'ai à la maison. Et alors ensuite, vous êtes parti en Égypte ? Alors, je suis parti en Égypte quand j'ai eu mes 2 thèses. La thèse d'archéologie sur l'habitation civile égyptienne, avec Drioton et puis d'autres professeurs, et la thèse de philologie sur l'habitation civile égyptienne, avec Gustave Lefebvre et les autres. Et donc, vous êtes parti en Égypte à titre de pensionnaire ? Je suis parti en Égypte, nommée la première femme membre de l'école du Caire. Alors, il faut... Alors là, j'ai eu tous les garçons contre moi.
Expliquez-nous d'abord un peu ce que c'est que l'école du Caire, cet institut français d'archéologie orientale. C'est la grande école académique d'archéologie qui est parallèle à l'école d'Athènes pour ceux qui s'occupent de l'archéologie grecque. C'est une très grande école qui avait de très bons directeurs et j'étais la première femme nommée à l'école du Caire, qui avait un directeur formidable, Pierre Jouguet. Donc, en tant que pensionnaire, vous deviez participer aux travaux de cet institut d'archéologie. Je devais, pendant 3 ans, voilà, me rendre en Égypte, y résider 9 à 10 mois par an, et participer au chantier de fouilles de l'école du Caire. Alors, quelles fouilles avez-vous suivies? J'ai tout de suite commencé les fouilles franco-polonaises à Edfou. À Edfou, oui. Alors, ça m'a pris beaucoup de temps, parce que j'étais avec le professeur Michalowski, qui fouillait pour l'université de Varsovie, et le Wolf, qui fouillait pour l'université de Wolf. J'ai fouillé au moins 2 ans avec Michalowski, qui lui fouillait le côme gréco-romain de la ville d'Edfou, et moi je fouillais la ville et le cimetière égyptien. Pour le touriste qui va en Égypte, du Nouvel Empire. J'indique qu'à côté du temple, il y avait ce côme où vous avez travaillé. Il existe encore un côme très haut qui est fait par l'accumulation des villages et des nécropoles qu'ont laissé les habitants à côté de la ville d'Edfou. C'était le côme le plus important de toute l'Égypte. Il y avait des habitats qui étaient cachés par ce côme, et il y avait surtout des choses formidablement intéressantes, des maisons et des tombes de l'Ancien Empire. Et alors justement, vous aviez fait votre thèse sur l'habitat civil, donc vous étiez J'avais fait ma thèse avant. Oui, non, justement, mais vous étiez vraiment, ça correspondait à votre spécialisation. Je la connaissais bien, ça je la connaissais bien. Donc pour ça, vous étiez très heureuse, mais est-ce que tout le monde était aussi heureux que vous de vous voir en Égypte? Non. Alors, j'avais d'abord mes maîtres. J'en parle pas tous, mais tous les maîtres en égyptologie, suivant la densité de leur rayonnement, ont été remarquables. Depuis Gustave Lefebvre, l'abbé Drioton, Raymond Veil, il n'y a pas de doute. Mais, évidemment, la densité de leur savoir et de l'impact que leur enseignement laissait dans le crâne de leurs élèves était tout de même différent. Et j'ai eu la veine de réussir auprès de Gustave Lefebvre et surtout de l'abbé Drioton, d'Alexandre Moret aussi. Et là, j'ai été leur élève chéri, je dois dire, pendant plusieurs années. Et ça a été formidable. Parce qu'ils ont suivi le déroulement de ma carrière, ils n'ont pas cessé de me conseiller. Quand j'ai été nommé en Égypte, ils m'ont sans arrêt aidé, et je dois dire que sans leur appui, sans leur, j'allais dire leur bénédiction, c'était des maîtres extraordinaires, je ne serais pas arrivé d'une façon aussi heureuse. Mais j'ai été entouré de l'affection de maîtres comme j'en ai jamais vu. Mais alors là, encore une fois, apparaît votre dimension historique. Parce que le fait d'être égyptologue, il y en avait d'autres, mais d'être une femme égyptologue. Là, vous étiez une pionnière, là encore. Alors là, ça a été terrible. Quand j'ai été nommée, quand j'ai commencé à suivre les cours de Lefebvre, d'Alexandre Moret et de quelques autres à l'école des hautes études de la Sorbonne, il y a eu des lettres anonymes contre moi. Comment pourrait-on dire? De collègues aigris. Oh, inquiets parce que vous étiez brillante. Vous êtes bon. Il n'est peut-être pas encore arrivé comme collègue, mais enfin, il voulait devenir des collègues. Et il voyait quelqu'un de dangereux par votre brio et votre activité. Il y a eu des lettres anonymes, même chez moi. Enfin, c'était odieux, odieux. J'ai eu là, vraiment, je dois dire, la protection, il n'y a pas d'autre mot, de mes maîtres. Il y a eu des lettres anonymes qui sont arrivées même chez mes parents, tout ça, rien que pour me démolir. Et je sais bien qui les a envoyées. Non, il n'y aura pas de nom, n'ayez pas peur. Bon, oublions les mauvais côtés et pensons aux beaux côtés. Je ne les oublie pas, mais leur nom est oublié.
Alors ensuite, après avoir passé 3 ans à l'Institut français d'archéologie orientale, vous êtes rentré en France. Qu'est-ce qui s'est passé? 3 ans et pas 3 ans, parce que la guerre est arrivée. Alors, je suis resté membre de l'école du Caire, mais c'était beaucoup plus difficile. Je suis quand même reparti en Égypte. J'ai pu repartir. J'ai demandé à repartir en Égypte et j'ai pu repartir en Égypte. Mais je suis quand même rentré en France, parce que c'était plus fort que moi. Je me disais, la France est occupée. Je vais me tailler des bons jours, des jours heureux en égyptologie, pendant que les autres sont en France. Non. Alors, j'ai demandé au directeur de l'école du Caire de me renvoyer en France, ce qu'il a fait. Et j'ai été renvoyé en France, sur ma demande. Restant membre de l'école du Caire, parce que j'avais été nommé par décret ministériel, mais je suis rentré en France. Et là encore, je crois savoir que vous avez joué un rôle historique en participant activement à la lutte de libération de la France. Je crois oui, savoir. beaucoup, beaucoup. D'abord, j'ai participé à la première lutte, qui est peut-être moins historiquement visible, celle du Louvre, parce que j'ai sauvé des monuments du désastre, étant donné que ces monuments de mon département, mais il y en avait d'autres qui appartenaient à d'autres conservateurs, ont traversé toute la France en camion et qui ont traversé les lignes ennemies quand elles sont arrivées en France pour se sauver. De la convoitise des Allemands, il fallait. Alors, il y a même eu un moment où j'ai pu, avec un très mauvais allemand, fabriquer un Ausweis pour que les camions dans lesquels je trimballais des antiquités sortent des mains des Allemands. J'y suis arrivé. Ça c'est peut-être la chose qui me plaît le plus au monde. Oui, mais vous avez sauvé les trésors du Louvre. Oui, j'ai fait un faux Ausweis que j'ai donné à de braves types en bottes qui sentaient le cuir et l'huile, des braves bougres de paysans allemands qui n'ont pas très bien compris ce que je leur ai donné. Je leur ai donné un Ausweis leur expliquant que je trimballais des objets d'un château à un autre. Pour les Allemands, ils n'ont rien vu et j'ai pu les sauver. Et donc, la guerre s'est terminée grâce au ciel. Et ensuite, alors vous êtes venu. Quand la guerre s'est terminée, mes antiquités, toutes les antiquités qu'on avait emballées, sauf les trop gros monuments qui étaient restés au Louvre, sont revenus au Louvre. Mais autrement, on les avait mis dans le château du côté de Montauban. Et on y est arrivé. On y est arrivé pas facilement, en échappant une fois, parce que il a fallu que je traverse toute la France avec des camions pleins de caisses d'objets, des camions demi-bâchés. J'ai traversé des endroits où il y avait des troupes françaises, ça allait, d'autres endroits où il y avait de drôles de types qui ont voulu prendre mes caisses. Enfin, j'y suis arrivé, mais enfin, c'était pas facile. Enfin, j'ai sauvé mes monuments, et on est arrivé à Courtalin, d'abord, dans l'Eure-et-Loire, et puis ensuite on est descendu dans le Gers, dans un des châteaux des Gontaut-Biron, où on a mis toutes mes caisses, et qui ont attendu jusqu'à la fin de la guerre. Alors, quand la guerre a été terminée, on est remonté. Votre carrière, vous avez été nommé conservateur Alors, ma carrière a continué. Parce que, j'étais membre de l'école du Caire, mais ça, c'était ma formation d'égyptologue. Mais, entre-temps, et même avant que j'ai été nommé membre de l'école du Caire, j'étais attaché au musée du Louvre pour le département égyptien, parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Et à ce moment-là, les gens qui étaient au département étaient mobilisés la première année de la guerre. Alors moi, j'étais seule là et j'ai fait tout le boulot que je pouvais faire pour ça. Alors, je suis revenu au département égyptien du Louvre jusqu'à la paix, jusqu'à l'armistice. Et là, je suis revenu avec le titre de assistante au département, qui avait été créé pour l'occasion, puisqu'il n'y avait pas encore d'assistant au département, grâce à un homme remarquable qui a entièrement réorganisé les musées de France, Jacques Jaujard, le grand directeur des musées de France, qui a été formidable.
À voix nue, rencontre en 2007 entre Pascal Vernus et Christiane Desroches-Noblecourt. Alors, je voudrais que vous vous adressiez un peu aux jeunes qui vont vous écouter et que vous leur donniez quelques conseils pour devenir égyptologue, vous qui êtes le parangon de l'égyptologue. Premièrement, c'est difficile. C'est difficile. Il faut d'abord qu'ils aient une formation solide, culturelle solide. Je n'admets pas que des jeunes gens qui veulent faire de l'égyptologie ne connaissent pas à fond l'anglais et l'allemand. Parce que c'est inadmissible de commencer à faire des recherches dans des bibliothèques sur des livres qu'ils ne comprennent pas. Bon. Donc, il faut une culture générale. Non seulement la culture générale qu'on peut demander à tout jeune étudiant cultivé de licence, mais il faut aussi qu'il soit déjà dirigé vers l'orientalisme et l'égyptologie. Premièrement. Secondo, il faut faire le maximum d'études égyptologiques. Alors maintenant, à l'heure actuelle, nous avons plusieurs institutions qui dispensent des études spécialisées dans l'Égypte ancienne. Il y a différentes universités. À ce moment-là, il y avait juste l'université de Lyon. Avec Loret et ses successeurs. Avec Victor Loret. Strasbourg aussi, mais... Il y avait Strasbourg, les Roland, mais c'était tout. Alors, on a créé la chaire de Lille, il y avait une chaire de Lyon, la chaire de Montpellier, il y avait 3 chaires d'égyptologie. Et alors, à l'école du Louvre même, vous avez donné l'impulsion pour qu'il y ait des enseignements d'égyptologie. Alors, à l'école du Louvre, il y avait une chaire d'archéologie et j'ai fait créer en même temps une chaire complémentaire de philologie. Et ça, il le fallait, parce qu'il n'y avait pas assez d'enseignement de langue. Il y en avait un à l'Institut catholique, c'était tout. Alors j'ai fait créer l'enseignement de la langue égyptienne, et puis voilà, et puis la chaire d'archéologie qui était devenue très importante. Alors je suis très content parce que vous insistez bien sur un fait d'importance. L'égyptologie, c'est de l'archéologie, nul n'en doute, oui. Mais c'est aussi de la philologie, vous êtes d'accord avec moi. On ne peut pas faire d'égyptologie sans connaître les hiéroglyphes. Naturellement. Ça, c'est impossible. Des gens qui ne connaissent pas la philologie égyptienne, c'est pas la peine d'essayer de faire de l'égyptologie. Et il y avait créé à l'école des hautes études une chaire d'enseignement de hiératique qui avait d'abord été tenue par Raymond Veil, qui était assez bon philologue, mais fantaisiste. Très fantaisiste, mais philologue. Oui, pour l'anecdote, je cite ce mot de Raymond Veil. Le fait archéologique est un fait caoutchouteux qui se prend par derrière et à coups de pioche. C'était une citation qu'il avait faite à un discours. Il faut l'attraper par derrière. Et à coups de pioche. Oui, exactement. Et alors, maintenant, quand vous jetez un regard, vous qui êtes une égyptologue accomplie, sur les derniers développements de l'égyptologie actuelle, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui vous frappe particulièrement dans ce que vous voyez de la bibliographie égyptologique, des orientations nouvelles? Vous trouvez qu'il y a trop d'archéologie, trop de philologie? Il y a trop de petits jeunes gens qui essayent de se caser en faisant des petites fouilles. La recherche sur le terrain, c'est très bien, et c'est essentiel, mais il faut être armé pour ça. Il y a trop de gens qui essayent d'arriver en gratouillant le sol. Il faut d'abord avoir une très solide formation, avant tout. Avant tout, à mon avis, c'est ça. Ça vous choque? Non, pas du tout, pas du tout. Je bois vos paroles avec le plus grand intérêt. Je partage vos convictions, bien entendu. Il n'y a pas de problème. Non, il faut des gens qui sont capables, lorsqu'ils participent à une fouille, de comprendre un texte même
incomplet, écrit en hiératique ou en hiéroglyphe. Pour les auditeurs, est-ce que vous pourriez expliquer ce que ça veut dire hiératique? Parce que les auditeurs vont peut-être pas comprendre. Un texte qui soit écrit en écriture onciale, c'est-à-dire que les Égyptiens écrivaient avec un pinceau, comme nous écrivons, nous, avec une plume. L'écriture onciale. Alors, c'est ça le hiératique. C'est une écriture hiéroglyphique, aménagée, simplifiée, pour qu'on reconnaisse plus facilement les signes. Voilà. Pour répondre aux besoins de la vie les quotidienne. Signes hiéroglyphiques. Alors, ce qui me frappe justement dans tout ce que vous venez de me dire, c'est l'amplitude de vos connaissances en égyptologie, parce que vous avez fait un travail d'archéologie, qui est votre travail sur l'habitat, mais vous avez fait un travail de philologie. Oui, la grammaire des inscriptions de Pétosiris. J'ai fait la grammaire de la langue égyptienne au début de l'arrivée d'Alexandre. Oui, j'aimerais que vous nous parliez de Pétosiris, parce que je crois que c'est un cas tout à fait exceptionnel. Eh bien, Pétosiris était un sage, comme on en trouve dans le Proche-Orient, sage d'entre tous les sages, qui était un scribe, et il vivait en Moyenne-Égypte, pas très loin d'Hermopolis. Et ça n'est pas étonnant, parce que la ville d'Hermopolis, que les Grecs ont appelée Hermopolis, c'est la ville qui était consacrée à Thoth, et Thoth, c'était le génie de l'intelligence. Et la ville d'Hermopolis a toujours reçu des lettrés dans l'Antiquité, des lettrés, des scribes, des chercheurs, des professeurs même. C'est comme ça que Pétosiris, qui était un sage d'entre les sages, un grand bonhomme, un grand Égyptien, qui habitait la région qui maintenant reçoit encore le nom de Hermopolis, du nom de Hermès, qui est le nom grec donné au dieu Thoth de l'intelligence, qui était un dieu vénéré en Égypte. Alors ce sage Pétosiris, il a une particularité. D'abord son époque. Pétosiris est né au moment où les Grecs ont rayonné en Égypte. Et ça, c'est une chose très importante. Et à quoi ça se voit? Parce que je rappelle à nos auditeurs que s'ils vont en Égypte, ils pourront voir la tombe de Pétosiris. Et ils seront frappés par quelque chose d'étonnant que vous allez nous expliquer. Vous avez une tombe qui est dans le style traditionnel, mais les personnages sont affublés de costumes qui sont des costumes inspirés par les Perses et les Grecs. C'est un monument exceptionnel. Parce que Pétosiris, Pá-dou-Osir, celui qui est le don d'Osiris, c'est un nom égyptien, mais qui est tout à fait à la mode de la basse époque. C'était un prêtre de Moyenne-Égypte qui était un lettré dans la région de Hermopolis, la région de Hermès, c'est-à-dire de Thoth, des scribes. Pétosiris a vécu, c'était un lettré, et il a fait ériger une tombe pour lui, dont la chapelle ressemblait beaucoup à un temple. Et elle existe encore. Cette chapelle est très belle, elle a un aspect ptolémaïque, c'est-à-dire de l'époque où les Ptolémées ont sévi en Égypte, et vous pouvez aller la voir. C'est encore une tombe remarquable que l'on peut aller visiter et qui a un style particulier parce que les bas-reliefs sont égyptiens et quand vous les approchez, vous voyez qu'ils sont teintés des formes ptolémaïques, c'est-à-dire de l'époque où les Ptolémées, c'est-à-dire les premiers souverains grecs d'Égypte, si vous voulez, ont régné sur le pays. Alors, les Égyptiens ont accueilli et adopté la mode des Ptolémées, c'est-à-dire mi-Égypte, mi-grec. C'est très curieux. Si vous allez visiter le tombeau de Pétosiris, il y a des scènes où vous avez des représentations égyptiennes complètes, et de l'autre côté, des représentations grecques. Et ça ne les gênait pas.
il vivait des deux civilisations. Alors l'une des scènes les plus frappantes est la scène où on fait du vin et on offre le vin à Pétosiris. Et alors là, on est en pleine tradition égyptienne, parce que les Égyptiens aimaient bien le vin. À côté de la tombe de Pétosiris, il y a toute une nécropole qui a été fouillée par un Égyptien que vous avez bien connu, qui était un peu haut en couleur et qui s'appelait Sami Gabra. Oui. Quel souvenir avez-vous de Sami Gabra? Sami Gabra était un Égyptien copte, c'est-à-dire chrétien d'Égypte, qui avait fait des études en France. Il était même venu se marier à Bordeaux avec la fille d'un docteur bordelais, Madame Gabra, qui a donné un fils français, qui est devenu français, et dont la fille, brillante sinologue, est conservateur au musée Guimet maintenant. Vous vous rendez compte? La succession des gens, c'est très amusant. Sami Gabra était un homme très cultivé. Et il est venu en France faire des études d'égyptologie, parce qu'il trouvait que en Égypte, à part Lefebvre, et puis 2 ou 3 égyptologues étrangers, russes, émigrés, qui enseignaient un peu l'égyptologie, il n'y avait pas de professeur. Alors, il était venu en France. Sami Gabra est venu en France, il a suivi les cours d'Alexandre Moret, tout ça. Il s'est marié avec une Française, et il est reparti en Égypte pour être nommé professeur à l'université du Caire, Éden. Ensuite, il a suivi l'activité que Gustave Lefebvre, professeur à la Sorbonne, avait entreprise à côté du tombeau de Pétosiris, qu'il a pieusement entretenu. Il y avait beaucoup de petites maisons ptolémaïsantes, c'est-à-dire des chapelles funéraires dans le style ptolémaïque, à côté du tombeau de Pétosiris, qui est dans le fond une chapelle, mais qui a été érigée dans la forme d'une chapelle de tombe, et que tout le monde appelle le tombeau de Pétosiris, c'est une chapelle. Et dans cette région de Hermopolis, c'est-à-dire de Touna el-Gebel, c'est comme ça que s'appelle la région, sont érigées plusieurs petites chapelles ptolémaïsantes, c'est-à-dire de forme de l'architecture grecque de l'époque où les Grecs sont arrivés en Égypte. Voilà. Touna el-Gebel, c'est bien beau, mais c'est un peu la province. Pour le prochain entretien, je voudrais que nous retournions à la capitale de l'Égypte, Thèbes, et que nous visitions le monument le plus fameux, la tombe de Toutankhamon. Alors, Madame Noblecourt, demain, on se retrouve pour parler de Toutankhamon. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre en 2007 entre Pascal Vernus et Christiane Desroches-Noblecourt. À voix nue, réalisation Christine Berlamont, prise de son Frédéric Quéroux, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr. Mm.